Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Saviez-vous qu'il existe un outil qui, selon le motif de consultation, vous guide pas à pas pour remplir avec votre patient ses symptômes afin de proposer une prise en charge personnalisée et toujours à jour? C'est exactement ce que propose Pulse Life. Son système d'algorithme décisionnel classé par spécialité vous accompagne tout au long de la consultation en vous suggérant les questions adaptées et en vous orientant vers les bonnes recommandations en temps réel. Par exemple, si vous avez une suspicion de décompensation cardiaque chez votre patient, vous remplissez en direct des données cliniques, des symptômes pré-remplis à reconnaître et à cocher, et l'algorithme vous aide à confirmer ou non ce diagnostic et vous propose une prise en charge adaptée pour votre patient. Si vous souhaitez utiliser gratuitement cet outil, je vous invite à cliquer sur les liens dans les notes de cet épisode. Cela vous permettra aussi de soutenir ce podcast. Merci. Bienvenue dans Super Docteur, le podcast des médecins généralistes. Aujourd'hui, nous parlons de yoga, une pratique qui pourrait enrichir notre approche thérapeutique. Le yoga est en effet une intervention non médicamenteuse aux effets prouvés sur la santé mentale et physique, et il peut s'intégrer parfaitement dans notre pratique médicale. Pour approfondir ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Toutain, enseignant en activité physique adaptée au Centre régional de psychotraumatisme de Normandie, docteur en sciences du sport, bébé chercheur au laboratoire Comet à l'université de Caen et auteur d'un article passionnant sur le yoga et la santé mentale, paru en novembre 2024 dans l'excellente Revue du praticien. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble les types de yoga les plus adaptés à la médecine générale, leurs bénéfices validés par la science et des conseils concrets pour intégrer cette pratique dans nos recommandations aux patients. Bonjour Marc. Bonjour Mathieu. Merci beaucoup d'être avec moi Marc. Est-ce que tu peux directement m'expliquer qu'est-ce que le yoga dans le contexte des INM, les interventions non médicamenteuses, et surtout quelle est la différence avec les autres pratiques comme le tai chi ou la méditation par exemple ? Oui, alors on peut dire que le yoga c'est une pratique psychocorporelle, un peu comme ce que tu viens de citer, comme le tai chi par exemple, comme la méditation, le qigong. Néanmoins, le yoga, lui, il ne sera pas un art martial, par exemple, comme le tai chi. Il sera à la fois dans une balance physique qui peut être intense, selon le désir et le besoin de la personne qui pratique. Et à la fois, ça regroupe des exercices de méditation, des exercices de respiration, et à la fois une philosophie de vie autour de 8 piliers importants dans le yoga. Et c'est un bagage vraiment qui a des millénaires d'histoire et qui permet aussi bien d'être adapté à la personne qui va en faire une fois par semaine pour un bien-être mental et physique, ou pour une personne qui va rechercher plus un développement spirituel, une pratique quotidienne ou d'autres choses. Très bien. Et je crois qu'il y a différents types de yoga. D'ailleurs, c'est indispensable de bien savoir de quoi on parle. Lesquels sont les plus adaptés à une prescription médicale? Et puis tu peux brièvement me détailler les différents types de yoga? Oui, alors il y a en effet beaucoup de types de yoga différents. Surtout ces dernières années, dans le dernier siècle, là, ou les quelques décennies qui viennent de passer, depuis les années 80-90, il y a beaucoup de types de yoga qui fleurissent, surtout dans l'Europe, les États-Unis beaucoup aussi. Moi, les yogas que je connais et les yogas qui sont utilisés surtout dans les études cliniques, dans la science, donc qui bénéficient du plus haut niveau de preuve, ça va être surtout le Hatha Yoga, le Kundalini Yoga, le Vinyasa Yoga et puis l'Ashtanga Yoga. Ensuite, on aura aussi, donc ces quatre pratiques-là, c'est des pratiques assez traditionnelles, sauf peut-être un petit peu moins le Vinyasa qui se base plutôt sur un flow et puis peut-être moins de bagages que par exemple le Kundalini, mais qui est beaucoup plus accessible pour le coup. Euh, mais d'une manière globale, ce sont quatre types de yoga où il va y avoir un accent sur les postures, les respirations, et puis parfois un petit peu plus sur la méditation, un petit peu plus sur la philosophie aussi, selon le type de yoga, mais respiration et posture seront les éléments centraux. Alors je dis méditation, ça sera un petit peu plus accentué dans d'autres, mais en fait la méditation elle est présente dans tous les yogas, mais pas sous des formes qu'on imagine, ne serait-ce que par la respiration. C'est une forme de méditation, une méditation d'attention focalisée. Mais bon, on pourra peut-être y venir plus tard, ou ça sera peut-être le sujet d'un autre podcast pour toi.
Et sinon, on a aussi le yoga nidra, qui est un yoga très intéressant, mais beaucoup moins postural. C'est un peu le yoga du sommeil, où les pratiquants se mettent dans un état de conscience mi-éveillé, mi-en sommeil. C'est un état de conscience modifié qui est assez intéressant, qui a fait preuve de beaucoup d'études aussi, qui montrent des effets assez intéressants. Mais si je devais conseiller le Hatha Yoga pour des médecins généralistes, ce serait Vinyasa, Hatha Yoga, Kundalini, évidemment. Et puis, il y a le Iyengar aussi, qui est une très bonne pratique de yoga également, assez traditionnelle, mais avec une histoire assez récente quand même, avec son fondateur qui est parti fonder son propre yoga. Mais voilà, c'est les yogas que je conseillerais. Et le Yin Yoga aussi, que j'allais oublier, qui est moins postural également, qui se rapproche un peu du Nidra Yoga, qui est le Yin Yoga, le yoga du soin, de la guérison. Voilà. Merci Marc, c'est super clair. Est-ce que tu peux me parler des modifications cérébrales qui ont été démontrées par les études sur le yoga, en particularité sur la régulation des émotions, le stress et les symptômes anxio-dépressifs? On sait que la pratique du yoga modifie anatomiquement et fonctionnellement le cerveau. Est-ce que tu peux me parler de ça, s'il te plaît? Alors oui, oui, en effet, il y a des preuves neuroscientifiques sur les adaptations cérébrales suite à la pratique du yoga, notamment chez des pratiquants de haut niveau ou chez des pratiquants qui débutent, qui n'ont jamais fait de yoga. Donc on va plus trouver soit des études avec des experts, comme dans la méditation un petit peu en somme, soit des études avec des novices totales, des néophytes, et puis on voit ce qui se passe avant et après. Donc dans ces modifications-là, si on prend dans sa globalité les choses, on a des modifications au niveau de la densité, donc la matière grise, la densité de neurones, combien il y a de neurones, on va dire, au centimètre carré, qui est augmentée dans différentes régions cérébrales, mais et globalement aussi une amélioration de la connectivité. Donc la connectivité, ça va plutôt être la conduction synaptique, et puis le nombre de synapses qui viennent connecter chaque neurone, et puis nombre de réseaux. En gros, c'est le maillage des neurones, c'est la matière blanche, et on s'est aperçu que c'était très important, très intéressant aussi pour la bonne santé mentale. Et donc ces deux paramètres vont être améliorés par la pratique du yoga. Après, ça va être dans différentes régions. Ça sera parfois la densité et la connectivité, parfois l'un ou parfois l'autre. Mais globalement, on a un effet important au niveau de l'hippocampe. L'hippocampe qui est impliqué dans beaucoup de choses, évidemment, la mémoire, l'apprentissage et la régulation des émotions. On va avoir des effets sur le cortex préfrontal, sur l'amygdale, sur le cortex singulaire antérieur. Donc eux, ils sont tous un peu responsables de la régulation des émotions. Ils sont tous à différents niveaux impliqués. Donc on va s'attendre à des effets sur la régulation des émotions. On va aussi avoir des effets sur l'insula, qui est aussi très important dans la régulation des émotions, mais qui est aussi important dans la conscience interoceptive, c'est la conscience qu'on a de nos messages intérieurs, c'est-à-dire comment on ressent notre corps et ce qui se passe à l'intérieur de celui-ci. Par exemple, quand vous avez la boule au ventre ou la gorge qui se noue, ça c'est un message interoceptif. Cette conscience de ce message, le fait d'en être conscient, de le sentir finement, eh bien c'est de l'interoception et c'est très important pour vous aider à bien vous adapter à la situation et à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous pour vous adapter potentiellement à une situation. Donc ça, c'est quelque chose qui sera amélioré, l'insula, au niveau de la densité de la connectivité. C'est aussi responsable de beaucoup de choses dans l'insula. Et puis ensuite, on va avoir des effets sur les réseaux. Alors les réseaux, on en parle un petit peu moins, on en parle plus maintenant parce que c'est plus étudié, mais les réseaux, en gros, c'est comment une région cérébrale est connectée à l'autre, comment elles interagissent et à quel degré et pourquoi. Par exemple, on a le réseau en mode par défaut. Alors lui, c'est un réseau qui est actif lors des états de repos ou de réflexion interne. Et il est souvent hyperactif chez les personnes anxieuses ou dépressives, qui vont directement retourner dans leur mode par défaut. Ils vont ruminer mentalement, ils vont reprendre un mode de fonctionnement qui est presque passif et automatique dans des habitus qui sont souvent délétères pour eux. Et donc ce réseau de mode par défaut, le yoga, il va permettre d'en réduire l'activité, et surtout l'activité excessive. C'est pour ça que, c'est une des hypothèses en tout cas, des effets bénéfique du yoga sur l'anxiété et le stress, par exemple.
C'est passionnant. Est-ce que tu crois qu'à l'heure actuelle, on peut dégager des, indications de prescription ou de conseils du yoga pour un médecin en médecine générale ou autre, au cabinet demain? Hem, Quelles indications principales tu verrais à la prescription du yoga? Alors je sais qu'elles sont très, très, très nombreuses, que les bienfaits du yoga sont vraiment multiples. Est-ce que tu peux dégager des grandes indications, de conseils et de prescription du yoga, Marc? Alors oui, elles sont très nombreuses, tu as raison. On en avait parlé déjà. Donc les indications, en fait, on peut prendre des grandes lignes finalement. On peut se dire par exemple que le yoga sera globalement bénéfique pour toute contrainte, affection ou problème d'ordre psychologique et émotionnel. Déjà, de base, on peut se dire ça. Après, il va y avoir également toutes les maladies qui vont être plutôt physiologiques, affections métaboliques, cardiovasculaires, mais aussi neurodégénératives. On a vu qu'il y avait des effets sur le cerveau qui étaient importants. Toutes ces affections-là, elles vont tirer des bénéfices de la pratique du yoga. Après, le yoga, comme toute autre activité physique, sera bénéfique dans toutes ces pathologies-là. Et puis surtout, il faudra juste être vigilant sur certaines contre-indications potentiellement aiguës ou chroniques, mais vraiment spécifiques et qui coulent un peu du bon sens finalement. On va y venir justement. Donc les indications de prescription, elles sont hyper nombreuses. Tu me parlais des indications cardiovasculaires, métaboliques, pneumologiques. Elles sont vraiment multiples. Du coup, on a envie de le prescrire à tout le monde, mais est-ce qu'il y a des contre-indications, des précautions à prendre avant de conseiller une séance de yoga? Oui, bah, il y a des précautions, comme je disais, c'est vraiment des choses concrètes. Par exemple, si vous venez de vous faire une fracture à la cheville ou à l'épaule ou un autre trauma un petit peu comme ça au niveau physique et corporel, il faudra éviter de faire du yoga ou de solliciter la partie qui est lésée, évidemment. Ensuite, on va avoir peut-être des contextes plus particuliers comme des pathologies qui ne sont pas encore stabilisées. Par exemple, tout simplement l'hypertension ou une arythmie particulière. Le yoga a un effet, par exemple, sur la fréquence cardiaque de repos. Ça a été beaucoup de fois montré, ça permet de diminuer la fréquence cardiaque de repos, ça a des effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire dans sa globalité, que ce soit au travers de la respiration couplée au rythme cardiaque et puis à tout le système cardiovasculaire. Eh bien, si on a une hypertension artérielle qui n'est pas stabilisée, dont on ne connaît pas l'origine, ou une arythmie qui est dans le même cas de figure, on va éviter de faire du yoga tout de suite. On va essayer plutôt de voir la source du problème, de stabiliser les choses, soit par médication, soit de s'assurer qu'il n'y a vraiment pas de risque à la pratique du yoga ou de toute autre activité physique finalement. Puis globalement, il y a d'autres affections un peu aiguës comme ça où on va être vigilant. Une arthrose où il y a une grosse poussée inflammatoire qui est très douloureuse, des pathologies qui vont venir finalement mettre à mal les séances, par exemple la sclérose en plaques. Si vous êtes victime d'une poussée à un moment donné, on va éviter de faire une séance de yoga à ce moment-là. D'ailleurs, il me semble que la sclérose en plaques, on va faire attention aussi, on va être vigilant par exemple aux mouvements de tête qui peuvent déclencher et être susceptibles de déclencher plus de poussées. Donc c'est important, mais à la fois c'est du bon sens. Et il faut avant tout communiquer avec le professeur de yoga. Lui-même doit s'assurer de demander aux participants s'il n'y a pas des contraintes particulières, que ce soit d'une manière générale ou aujourd'hui, maintenant, pour la séance à l'instant T. Je comprends que les contre-indications, elles se trouvent lors d'une consultation avec son médecin, par l'interrogatoire, l'examen physique, avec du bon sens. On arrive à voir s'il y a un problème traumatique, un problème métabolique aigu, un problème ostéo-articulaire aigu qui empêcherait la pratique du yoga. Mais je comprends en t'écoutant qu'en écoutant attentivement nos patients, en les interrogeant et en faisant un examen physique complet, relativement rapide, on peut voir rapidement s'il y a une contre-indication ou pas à une séance de yoga. C'est très clair, je te remercie beaucoup. Mais globalement, le yoga peut être tout à fait adapté, très light, selon les pratiquants, ou très Mmh. difficile. Et ça va vraiment dépendre de leur personne. Et s'ils ont une limitation, ils vont s'adapter par eux-mêmes.
Après, le médecin, évidemment, ou toute autre personne qui va indiquer du yoga pour une personne, voilà, il faut juste être vigilant sur ce que tu viens de dire et ce qu'on vient d'aborder ensemble. Du bon sens, des 2 côtés, du côté des patients et des pros de santé. C'est super clair. Est-ce que tu peux me donner du coup, en pratique, des conseils à donner aux patients qui débutent le yoga? Parce que on va parler, des profs de yoga, dans un second temps, mais quelqu'un qui veut commencer, est-ce qu'il y a une fréquence, une durée de séance, un type de cours, une pratique à recommander, de base? Est-ce qu'il faut commencer, forcément avec, un prof en présentiel? Est-ce qu'on peut le faire en ligne? À quelle fréquence? Ma question est peut-être un petit peu vaste, mais en pratique, quelqu'un qui veut se mettre au yoga, comment on lui recommande sa première séance? Eh ben, alors, il y a deux manières de répondre à cette question, je trouve. Alors, soit on se base sur la littérature scientifique. Si on veut les études qui ont montré des effets bénéfiques, en général, c'est en moyenne 45 minutes à 60 minutes, une à deux fois, parfois trois fois par semaine. Donc, on a une moyenne qui est autour de 2 plus ou moins un. Donc une, deux ou trois fois par semaine, pendant 8 à 12 semaines, et on aura des effets bénéfiques qui apparaîtront au niveau de la santé physique et mentale. Donc si c'est ça l'objectif, on peut se fixer ce genre de fréquence et OK, de programme, c'est tout à fait raisonnable, et on peut attendre des effets. Ensuite, si on veut inscrire le yoga plutôt dans notre bien-être quotidien, plutôt dans une démarche holistique de santé, hein, une santé intégrative et globale, on va plutôt voir et mesurer euh, comment intégrer le yoga dans notre quotidien par rapport à notre emploi du temps, notre calendrier, notre disponibilité, et puis aussi, faut pas se le cacher, nos envies. Et parfois aussi le feeling avec les différents profs de yoga. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est surtout de soit de faire un minimum 45-60 minutes par semaine, une à trois fois par semaine, OK. d'essayer d'être régulier pendant 8 à 12 semaines et d'essayer d'objectivement faire un petit état des lieux de comment je me sens maintenant et comment je me sentais avant. Est-ce que vraiment c'était bien? Normalement, la réponse est oui. Et puis ensuite, si on veut essayer d'inscrire ça plutôt dans une pratique du quotidien, essayer de voir si ce qu'on peut faire, c'est plutôt 30 minutes le matin, une heure, ou si c'est tous les jours, si c'est deux, trois fois par semaine. Et dans ce cas-là, essayer plutôt de trouver les paramètres parfaits pour que ça soit le plus confortable et le plus motivant pour soi et que ça reste dans la durée. Puisque c'est le plus important finalement de réussir à pratiquer dans la durée. Parce que c'est un peu, le yoga souffre un peu moins de ça, de l'effet yo-yo de l'activité physique. Mais il y a beaucoup de personnes qui se mettent au sport ou à une activité physique Mmh, particulière et qui s'arrêtent trop vite. Et qui compris. finalement ne bénéficient pas de tout le potentiel que pourrait apporter l'activité physique à ces personnes-là. Donc le plus important, à mon sens, c'est plutôt ça. Très bien. Alors, je crois que c'est idéal de demander à un professeur de yoga. Si vraiment on est dans une zone rurale, qu'on n'a pas le luxe d'avoir un prof de yoga à proximité, je crois que tu es assez OK avec le fait de commencer, sur internet. Oui. Tu vas me confirmer ça. Je veux dire, regarder sur internet des vidéos plus ou moins, de qualité, tu vas y venir. Donc si on n'a pas le choix, on peut commencer comme ça. Si on a le luxe d'avoir un prof de yoga, il vaut mieux du présentiel. Et est-ce que tu peux me dire si tous les profs de yoga se valent? Est-ce qu'on peut envoyer nos patients, chez n'importe quel professeur de yoga? Ou alors il faut être attentif à leur diplôme peut-être, leur formation ou que sais-je? Alors, oui, je pense qu'il faut être attentif au background, à la formation. Alors, c'est pas forcément une formation qui sera officielle. Ça peut être une formation sur le terrain, par la pratique, en ayant des séjours dans des ashrams ou en Inde, ou dans des expériences de vie comme ça qui forgent finalement l'expérience du prof. Euh, Après, il y a des formations tout à fait officielles qui certifient des professeurs de yoga. Mais l'expérience parlera aussi beaucoup pour les professeurs. Et après, une fois qu'on a un professeur qui a une formation à peu près sérieuse, qu'elle soit universitaire, plutôt
j'allais dire plutôt type BPGEPS ou certification 200 heures, Yoga Alliance ou des choses comme ça, ou une formation qui a été faite par la pratique en Inde ou dans des lieux spécifiques en France ou ailleurs dans le monde. Une fois qu'on sait que la personne est formée, on y va, on teste. Souvent, la première séance ou les 2 premières séances peuvent être gratuites. Et puis, si on a un bon feeling, il faut rester, je pense. Parce que ce qui est très important, ça sera la relation aussi qu'on va tisser avec son professeur, et puis avec sa manière d'aborder les choses, de nous guider. Parce qu'en fait, en yoga, mais tout comme en méditation, on n'a pas vraiment de professeur, on a surtout des guides. C'est une pratique qui est tout à fait personnelle et introspective, le yoga comme la méditation. Bon, après, la nature humaine fait que des fois les professeurs essaient de guider un peu avec beaucoup d'entrain, mais de base, on est plutôt dans un guide qui nous mène vers la philosophie du yoga, vers tout ce qui est, on va dire, l'éveil des sens, l'éveil de l'intériorité, de la spiritualité. Et par ça, on se sert des postures, des respirations, des méditations pour atteindre ce genre d'objectif ultime, entre guillemets, du yoga. Est-ce que le yoga est adapté, Marc, à des populations spécifiques? Je pense par exemple aux femmes enceintes, aux patients âgés ou à ceux atteints de pathologies chroniques et de cancer. Donc j'imagine que les profs s'adaptent, évidemment. Je comprends qu'il y a du bon sens, qu'on y va doucement, qu'on s'adapte aux gens. Mais est-ce qu'il y a des grandes différences, des grands principes à respecter chez ces patients fragiles? Oui, oui, bien sûr. Alors, le yoga prénatal, donc c'est pour les femmes enceintes. Lui, il est très spécifique en effet. Il y a beaucoup de postures qu'on ne va pas faire, puisque on va essayer de ne pas apporter de tension au niveau, eh bien, tout simplement du ventre de la personne enceinte, de certains ligaments du bassin, des abdominaux, puisque on a le nom m'échappe, mais en gros la chaîne abdominale au niveau du tissu conjonctif au milieu qui peut s'ouvrir, Ah oui, diastasis. la ligne blanche, d'accord. La ligne blanche, exactement. Ouais. C'est un diastasis, alors ça peut arriver, c'est pas systématique, mais donc, en fait on va dans le yoga prénatal favoriser des postures qui ne vont pas mettre des tensions à des endroits où il ne faut pas les mettre, tout simplement. Tout simplement. Ok. Le yoga prénatal, c'est ça. Et puis, on va aussi peut-être avoir une approche un peu différente dans la pédagogie, dans la manière de parler et les sujets qu'on va aborder aussi. Peut-être qu'on sera plus dans les sujets de la vie, de l'être au monde, ou des choses comme ça, évidemment. Après, d'autres populations spécifiques, on va avoir les populations psychiatriques, par exemple. Là, on va avoir vraiment besoin de connaître les pathologies différentes, les différentes pathologies, pardon, qui peuvent avoir des contraintes vraiment spécifiques. Moi, personnellement, je travaille dans le trouble de stress post-traumatique avec des patients qui ont un TSPT. C'est vraiment un contexte particulier. Donc, on va essayer dans la pédagogie d'éviter des sujets forcément qui vont se référer à potentiellement des traumas, à la sexualisation, à des accidents, à la mort, à des choses comme ça. Dans la pédagogie globale, on va se concentrer sur d'autres choses. On va se concentrer sur la relaxation, on va se concentrer sur la respiration, sur le fait de ressentir les émotions, de plein de choses comme ça. Et puis aussi dans les postures en elles-mêmes, on va essayer d'en sélectionner certaines qui vont viser des groupes particuliers. Par exemple, il y a pas beaucoup de preuves scientifiques, mais il y a des ouvrages qui abordent le fait que les traumas viennent tendre certaines zones. Alors les traumas, le stress et autres. Mais dans le TSPT, le stress est très important. Mais pour les personnes normales aussi, hein, sans TSPT, on vit tous des traumas, on vit tous du stress. Dans le burn-out aussi, des choses comme ça. Et par exemple, on a beaucoup de stress qui peut s'accumuler, en tout cas, ou se manifester par des tensions au niveau des trapèzes. Mhm. La nuque est souvent source de beaucoup de tensions. Il y a des personnes qui, après une journée très stressante, reviennent à la maison et ils ont les trapèzes complètement ankylosés, ils sont vraiment raides. Il y a pareil dans les hanches, l'ouverture des hanches. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Ou l'ouverture du cœur.
En fait, c'est beaucoup de zones qui vont se retrouver un peu constrites quand on est stressé, quand on est en position de défense, de survie, Hmm. de self-protection. Et du coup, ce qu'on va travailler, bah, c'est beaucoup l'ouverture de la cage thoracique, l'ouverture du ventre dans la respiration, le fait aussi de prendre de l'air, de s'autoriser à se déployer un petit peu. On va aussi aller travailler les trapèzes, les étirer un peu plus, faire un focus dessus, mais aussi tout ce qui va être l'ouverture des hanches. Par exemple, on a le psoas, qui est un muscle qui est souvent très tendu après des périodes de stress, et chez les personnes qui ont un TSPT aussi. On peut facilement constater qu'ils sont très raides à ce niveau-là. Mais globalement, l'idée, c'est ça, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va viser pour quelle pathologie, qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on ne va pas faire aussi. Donc, Très bien, donc on s'adapte à chaque patient. Et là encore, ce podcast s'adressant aux médecins, au niveau médical, on peut, avec bon sens, un interrogatoire, un examen clinique, quand même bien ciblé, et pourquoi pas parler au professeur de yoga de ce patient qu'on lui adresse, comme on fait à n'importe quel autre soignant ou professionnel de santé, par exemple. bien sûr. Marc, je te remercie beaucoup. On n'a pas le temps dans ce podcast d'aborder tous les bienfaits du yoga. On en a parlé tous les deux, donc on parlait des problèmes psychologiques et psychiatriques, donc de stress chronique, de surcharge mentale, d'anxiété, de gestion des émotions, de phobie, de dépression, de stress post-traumatique, qui peuvent être vraiment améliorés grâce au yoga. Également les troubles musculo-squelettiques, on a parlé d'arthrose, de raideur, aussi les maladies cardiovasculaires, avec des effets bénéfiques sur l'hypertension artérielle, la fréquence cardiaque de repos, dont tu m'as parlé, également le syndrome métabolique, les dyslipidémies, les troubles pneumologiques comme l'asthme ou la BPCO. Les indications sont vraiment, vraiment hyper larges. Je rappelle à mes auditeurs que j'envoie le Super Récap, qui est la newsletter que j'envoie chaque semaine, qui récapitule les grands points de ce podcast, très pratique, donc abonnez-vous. Le lien est dans les premières lignes des notes de ce podcast. Je vais vous mettre également toutes les ressources de mon invité. Marc, je te remercie infiniment, c'était hyper riche. Est-ce que tu veux rajouter ce que tu souhaites, ce qu'on aurait oublié d'aborder, ce que tu souhaites transmettre en tant que professionnel de la discipline à mes confrères, mes consoeurs médecins qui souhaitent dès demain conseiller, prescrire le yoga pour eux-mêmes et pour leurs patients? Si je devais en avoir un pour les collègues médecins, c'est peut-être d'expérimenter le yoga. Voilà. Hmm. De cette manière-là, vous pourrez voir les bienfaits que ça peut apporter. Pour vous, si vous êtes en très bonne forme physique, si vous êtes en très bonne forme mentale aussi, j'ai envie de dire, peut-être que ça sera facile pour vous. Peut-être que vous allez vous ennuyer un petit peu. C'est tout à fait possible. Mais normalement, si vous voulez que le yoga soit intense, vous pouvez. Si vous voulez qu'il soit light, vous pouvez. Chaque posture peut être adaptée selon l'intensité que vous voulez. Et c'est vous qui allez mettre cette intensité-là. Est-ce que vous allez vous engager énormément sur, par exemple, vos quadriceps, sur vos fessiers quand vous allez faire un guerrier numéro 1, qui est une posture phare du yoga, qui est souvent pratiquée? Ça, c'est libre à vous. Soit vous descendez plus ou moins bas sur le tapis, soit vous remontez la jambe, et c'est comme vous voulez. C'est un peu l'avantage du yoga. Mais en tout cas, vous pourrez expérimenter. Et vous pourrez voir aussi tout ce que ça travaille. Et ce que ça peut travailler chez des personnes qui ont potentiellement des carences ou des déficits. Parce qu'en fait, on s'aperçoit beaucoup, et moi le premier, que dans les premières séances, il y a des personnes qui ont vraiment des grandes limitations. Même de respirer, certaines personnes constatent qu'elles ne respirent vraiment pas bien. Et elles ont des courbatures la semaine d'après au niveau des muscles intercostaux juste à avoir fait une séance de yoga. Donc je vous conseille d'expérimenter un peu le yoga. Pourquoi pas de discuter avec le prof après, ce qui est souvent très, très sympathique et qui apporte beaucoup de connaissances. Et de toujours vous mettre à la place un petit peu de vos patients et d'imaginer leur quotidien et leur niveau physique et aussi mental, parce que vous aurez beaucoup de patients qui, comme ça, lors d'une séance ou d'une visite au cabinet, peuvent donner le change, répondre bien aux questions. Mais finalement, quand on les a en séance, nous, en yoga ou dans d'autres activités, on se rend compte que eh bien, ce contact social, le fait de sortir de chez eux, de changer un peu les choses, eh ben, c'est pas si facile pour eux. Pas autant que pour nous, en tout cas, ou pour vous. Et puis parfois, ce ne sera pas le côté
socio-affectif ou j'ai envie de dire mental globalement, c'est un côté physique qui sera très difficile pour certains. Et ils auront juste peur de venir pratiquer. Si vous les rassurez, vous leur dites que vous l'avez déjà fait, que c'est tout à fait à leur portée et que de toute manière, le professeur pourra adapter, même si par exemple, il y a des personnes qui ont de l'arthrose à la hanche, qui ont une prothèse de hanche, une prothèse de genou, il n'y a aucun problème. En yoga, on peut toujours adapter la posture. On va pas se faire gronder parce qu'on n'a pas bien fait son chien tête en bas ou qu'on n'a pas bien fait son guerrier. Chacun fait son guerrier, son chien tête en bas. Chacun va dans sa pratique introspective du yoga par les postures, la respiration, la méditation. Et chacun fait ce qu'il veut dans sa séance. On suit juste le professeur qui nous guide et puis on en fait ce qu'on veut. Et vous inquiétez pas, c'est pas comme en cours de PS, on ne sera pas sanctionné, on ne se fera pas gronder. Excellent conseil, donc nous savons ce qui nous reste à faire. Merci beaucoup Marc, à bientôt. C'est moi Mathieu, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Bravo, vous êtes bien arrivé à la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a inspiré et apporté des clés utiles pour votre pratique. Pour ne rien manquer des prochains épisodes de Super Docteur, pensez à vous abonner dès maintenant. Si mon travail vous plaît, parlez-en autour de vous, à vos consoeurs, vos confrères et même à vos internes. Et si vous voulez me soutenir, laissez-moi une belle note de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. C'est rapide, ça m'aide énormément, et surtout ça permet à d'autres médecins de découvrir ce contenu pour que l'on partage ensemble nos idées et améliorer nos pratiques. Merci pour votre écoute et à très bientôt.